déjà commencer par me présenter et vous expliquer en 2 mots ce qu'est la naturopathie parce que moi je suis naturopathe et quel est l'intérêt de la naturopathie dans cette approche, dans cette gestion du stress. On va après faire une petite partie théorique sur la définition du stress. Je pense que c'est important que vous compreniez bien quels sont les mécanismes du stress pour pouvoir ensuite les prévenir et éventuellement les gérer si toutefois il survient. Donc très rapidement, donc je suis, comme Agathe le disait, ingénieure HEI de 98 en génie chimique. Donc j'ai d'abord travaillé dans l'industrie, dans l'assurance qualité et la logistique, et après dans le conseil en environnement. Et je suis installée depuis 5 ans en cabinet. Donc je suis indépendante et donc je pratique du conseil en naturopathie et en nutrition. Hein, c'est vraiment la nutrition, mon cœur de fil, et puis vous allez le comprendre dans ce webinaire. Mais je travaille aussi avec les plantes, les huiles essentielles. Je ne pratique pas de technique manuelle. Voilà, vraiment en 2 mots. Donc je suis basée dans l'est de la France, près de Strasbourg, et je pratique aussi les consultations en visio. Moi, en fait, ma marque de fabrique, c'est le sport, et particulièrement les sports d'endurance, puisque je suis venue à la naturopathie d'abord pour ma pratique personnelle, pour améliorer mes sensations, limiter les blessures dans ma pratique sportive. Hein. Donc vous voyez que je fais des courses en montagne sur du long, et c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé un intérêt dans l'approche naturopathique pour ma pratique sportive. Voilà, alors ça j'en ai déjà parlé. Franchement, je vais passer très rapidement donc de ce que je propose. Donc comme dit, du conseil, des webinaires comme vous pouvez le voir, ou des conférences. Je rédige aussi des articles de presse. Alors je fais aussi des interventions en entreprise, ça peut éventuellement vous intéresser si vous n'êtes pas trop loin. Et puis donc je propose des ateliers d'initiation aux huiles essentielles également. Alors on avait même fait un webinaire sur le sujet. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je crois qu'il est en ligne sur la page YouTube de Julia. Voilà, c'était vraiment en 2 mots parce que je veux rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc pour vous expliquer ce en quoi consiste la naturopathie. Donc c'est une approche très globale de la personne qui vise à prendre en compte l'individu dans sa globalité. On ne va pas s'attacher juste à un symptôme, mais on va vraiment prendre en compte la personne dans sa globalité. On va travailler avec une notion de terrain. Si vous avez l'habitude de l'homéopathie, vous savez qu'en homéopathie, on travaille aussi avec le terrain, donc c'est exactement le même principe. Le terrain, c'est simplement des prédispositions à développer un certain type de pathologie. Donc typiquement, je pense que vous avez déjà observé qu'on n'est pas tous égaux face au stress. C'est que simplement, on a chacune des terrains plus spécifiques à développer une fragilité face au stress comparé à d'autres. Troisième élément qui est important en naturopathie, c'est la visée préventive. Donc, en théorie et dans l'idéal, on aimerait bien que les personnes viennent nous voir juste pour vérifier que tout va bien et pas parce qu'ils ont un problème. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est parce qu'on a un problème qu'on va voir un naturopathe. Mais disons, retenez l'esprit, hein, c'est que c'est vraiment de la prévention. Donc, on essaye de prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive et pas juste être en pompier et à essayer d'éteindre le feu. Donc pour ça, on s'appuie sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est une alimentation saine et vivante. Bon, je pense que vous comprenez assez bien ce que ça veut dire, sain et vivant. Hein. C'est une alimentation qui sera la moins transformée possible. Alors pourquoi est-ce que ça va nous intéresser dans cette thématique? Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de neurotransmetteurs, hein, qui sont des éléments sécrétés naturellement par le corps, mais qui ont besoin de nutriments particuliers pour être correctement sécrétés. Et donc forcément, on va les chercher dans l'alimentation. Deuxième pilier important en naturopathie, c'est la gestion du stress et des émotions. Bon, là, il y a un lien assez évident avec la gestion du stress et du sommeil. Et le troisième pilier, c'est l'activité physique, la respiration. Là, pareil, assez évident, le lien est assez évident avec la gestion du stress. Et j'en dis pas plus puisque je vais rentrer dans le détail après. La naturopathie, qu'est-ce que ce n'est pas? C'est quand même important de le souligner. Ce n'est pas une pratique de médecine. Hein. Les naturopathes, sauf exception, ne sont pas passés par la fac de médecine, donc ils ne posent pas de diagnostic, ils sont de retour des médecins. Ils ne prescrivent pas de médicaments. Du coup, ils ne parlent pas de patients, mais plutôt de clients. Hein. Ça fait un peu commercial, mais au moins les choses sont claires.
Et donc, il faut bien garder à l'esprit que tous ces conseils en naturopathie ne remplacent pas les traitements. Alors, typiquement, quand on est dans la gestion du stress et du sommeil, on peut avoir des traitements en place. Et il ne faut surtout pas qu'un naturopathe vous dise, bon, bah, maintenant, vous arrêtez ça et puis vous prenez autre chose à la place. Ce n'est pas du tout son domaine de compétence. Par contre, on peut vraiment venir en complément. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la médecine intégrative. Donc, on va vraiment avoir les deux qui travaillent en synergie, l'allopathie et la médecine complémentaire. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Donc, les techniques sur lesquelles la naturopathie va s'appuyer, évidemment, vous avez retenu les 3 piliers principaux. Forcément, il va y avoir beaucoup l'alimentation, il va y avoir beaucoup tout ce qui est exercice physique, respiration, et tout ce qui est psycho-relaxation pour la gestion du stress et des émotions. Mais on va avoir plein d'autres choses. On va avoir la phytothérapie, bien sûr, et tous ses dérivés, mais aussi l'hydrothérapie, par exemple, tout ce qui est argile, thalassothérapie, tout ça, ça fait partie de la naturopathie. Tout ce qui est technique manuelle, réflexe énergétique, vibratoire, technique respiratoire, tout ça fait aussi partie de la naturopathie. Donc vous imaginez bien que chaque naturopathe va utiliser des techniques qui lui plaisent, qui lui parlent, et ne peut pas tout maîtriser, en tout cas pas en une seule vie. C'est un peu compliqué. Donc pour consulter, évidemment, il y a autant de raisons que de possibilités de consulter un naturopathe. Ça peut être justement dans l'optique de mieux dormir, de mieux gérer son stress, mais ça peut être aussi des problèmes de perte de poids qui sont persistantes, enfin en tout cas des problèmes de poids qui sont persistants, des problèmes de digestion, des problèmes de peau, hormonaux, ORL, des problèmes métaboliques, des problèmes aussi locomoteurs, hein, des problèmes de blessures, de douleurs. Enfin voilà, c'est relativement vaste. Ou tout simplement pour rester en forme. C'est aussi un bon motif de consultation. Donc, comment se passe la consultation? On fait des petits devoirs en préalable, c'est-à-dire que je demande, moi, à titre perso, un suivi alimentaire. Ça permet de voir déjà, en fonction de l'alimentation que la personne a, quelles sont peut-être les corrections à apporter. Et puis des questionnaires qui sont basés sur la micronutrition, parce que moi, je me sers beaucoup de la micronutrition. L'entretien initial, il dure environ 1h30 parce qu'il y a quand même pas mal de choses à discuter, au moins la première fois, toutes les habitudes, comment fonctionnent les différents organes. C'est quand même important de faire un bel état des lieux. Et donc à l'issue, on donne des conseils alimentaires, des conseils d'hygiène de vie, éventuellement des compléments à base de plantes, d'huiles essentielles ou de micronutriments, mais c'est pas obligatoire, hein. Ça peut être juste des corrections au niveau de l'hygiène de vie. Voilà, donc je suis allée vraiment rapidement sur cette présentation puisque je voudrais qu'on passe maintenant le reste du temps qui nous est dédié à cette gestion du stress. Donc on va d'abord passer sur une partie théorique, hein, comme je vous l'ai dit, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Première petite présentation, je voudrais vous parler du système nerveux autonome. Donc, comme son nom l'indique, il va fonctionner sans qu'on s'en rende compte. Il est tout à fait autonome et on n'a rien à faire. Il est composé de 2 branches qui sont le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, je vais rentrer dans le détail, hein, mais il faut que vous sachiez qu'ils sont complémentaires. Alors, ils sont à la fois antagonistes, mais aussi complémentaires. Ils sont indispensables. Il faut que les deux fonctionnent vraiment de concert. Ces 2 systèmes nerveux, ils sont commandés par ce que l'on appelle des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Alors, je vous ai dressé ici les principaux que vous connaissez pour certains d'entre eux, donc la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, l'acétylcholine, la sérotonine et le GABA. Ce sont principalement ces neuromédiateurs qui sont impliqués dans les mécanismes de gestion du stress et également du sommeil. Ce système nerveux autonome, il commande tout ce qui est tissu musculaire lisse, hein, tissu musculaire cardiaque également, et tout le fonctionnement glandulaire. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que notre cœur bat sans qu'on ait rien à faire et sans qu'on ait à le commander. Mais donc là où le système nerveux sympathique ou le parasympathique intervient, c'est que on a, nous, une action volontaire sur le rythme, la fréquence cardiaque, hein, par notre action à nous de relaxation ou au contraire de peur ou de stimulation.
Alors, je vais rentrer dans le détail et vous allez mieux comprendre. Ce système nerveux autonome, il gère également le fonctionnement autonome des organes. Et alors, j'ai un dessin qui illustre très bien tout ça juste après. Donc, il est en lien aussi avec le système hormonal. Voilà ce qu'il y a à retenir sur ce système nerveux autonome qui vous montre à quel point il est important d'avoir cette vision globale et de bien comprendre qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas d'action. Donc, il est très important de se focaliser sur là où on a, nous, un potentiel d'action. Alors, schématiquement parlant, voici le système nerveux sympathique à gauche et le parasympathique à droite. Donc, vous voyez que chacun de ces deux systèmes nerveux a une action sur le fonctionnement des organes. On va prendre un premier exemple. Pour le système nerveux sympathique, il va avoir une action sur la dilatation des pupilles, hein, donc c'est vraiment le premier schéma neuronal en haut, alors que le système nerveux parasympathique va avoir une action sur la contraction des pupilles. Donc, vous allez comprendre tout de suite à quoi sert le système nerveux sympathique et à quoi sert le système nerveux parasympathique. Hein. Le système nerveux sympathique, lui, historiquement parlant ou ancestralement parlant, il sert, c'est un réflexe qui va nous permettre soit de combattre, soit de fuir. Hein. Donc c'était à l'origine quand on croisait un dinosaure, soit on se disait allez hop, je le combats, soit au secours, il me fait peur celui-là, je m'en vais. Et donc, c'est ce réflexe-là qui reste dans l'action du système nerveux sympathique. Au contraire, le système nerveux parasympathique, lui, va servir plutôt au repos et à la digestion. C'est pour ça que, par exemple, quand vous êtes particulièrement stressé, vous digérez mal, hein, parce que le système nerveux sympathique prend le dessus sur le système nerveux parasympathique, et donc il va inhiber la digestion, comme on peut le voir sur ce schéma. D'où l'importance, par exemple, de manger dans une situation qui n'est pas stressante. Alors, donc si on rentre dans le détail, hein, le système nerveux sympathique, il prépare le combat ou la fuite. Donc les maîtres mots, c'est l'action, le mouvement, le stress. Donc du coup, forcément, quand on est sous stress, c'est surtout le sympathique qui va rentrer en jeu. Et quels sont les neurotransmetteurs qui sont impliqués ici? Ce sera la dopamine. Hein, on a bien à l'esprit la dopamine qui est plutôt le moteur, le starter et qui va permettre de démarrer et de rentrer dans l'action. Et le deuxième, c'est la noradrénaline, qu'on va détailler un petit peu après. Le parasympathique, cette fois-ci, celui qui va favoriser le repos, la réparation, il est sous l'action de la sérotonine et du GABA. Alors la sérotonine, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a certains médicaments antidépresseurs qui sont basés sur ce neurotransmetteur. Ça s'appelle des IRS, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Pourquoi? Parce que la sérotonine est un neurotransmetteur très calmant, apaisant. Donc il est souvent impliqué dans les mécanismes de déprime ou de dépression. Donc si on cherche un effet anti-stress, on va soit activer le parasympathique, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des mécanismes parasympathico-mimétiques qui vont mimer l'action du parasympathique, soit on va chercher à diminuer ou annihiler l'action du système nerveux sympathique, donc sympathico-lytique. On va chercher à le supprimer. Alors, dans les neurotransmetteurs, je voudrais juste vous les présenter parce que là aussi, c'est important pour bien comprendre la suite. Donc, ce sont des molécules de connexion neuronale. Ils vont permettre de bien transmettre l'influx nerveux et éventuellement de le moduler si nécessaire. Donc, ces neurotransmetteurs, on a deux grandes familles. La première, c'est les catécholamines. Ce sont en fait les neurotransmetteurs du système nerveux sympathique, hein, toujours celui qui va gérer le stress. Alors ici, on en a trois. L'adrénaline, qui va mettre en tension le système nerveux sympathique. Donc l'adrénaline va servir à s'adapter immédiatement. Typiquement, l'adrénaline, on dit toujours, hein, j'ai une poussée d'adrénaline, par exemple, j'ai failli avoir un accident, boum, j'ai eu une poussée d'adrénaline. Ça, c'est vraiment le réflexe immédiat. La noradrénaline, c'est le précurseur de l'adrénaline et donc elle va générer une très forte agitation motrice si elle est sécrétée en excès. La dopamine, donc j'en ai déjà un petit peu parlé,
C'est le starter, c'est ce qui va permettre de gérer la motivation, le circuit de la récompense. Donc typiquement, quand on a envie de rien, souvent on est en carence de dopamine. Par contre, si on a trop de dopamine, ben, on va être beaucoup trop agressif, beaucoup trop excité, et donc on sera forcément très impliqué dans le mécanisme du stress. Dans la deuxième grande famille, donc celle qui sera plutôt calmante, on va avoir la sérotonine. Donc elle gère plutôt tout ce qui va être ralentissement de l'activité. Donc elle va aider à freiner, à contrôler tout ce qui est pulsion, appétit, contrôler le sommeil, contrôler l'équilibre émotionnel. Elle va gérer aussi tout ce qui est pulsion. Oui, je l'ai déjà dit. Alors pourquoi je parle de ça? C'est que souvent quand on est en carence de sérotonine, on peut avoir des pulsions, notamment des pulsions sucrées en fin de journée. Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Et donc c'est un signe qui permettra de reconnaître si on est en carence de sérotonine. La mélatonine, qui est l'hormone du sommeil que vous connaissez certainement et qu'on peut aussi prendre par complément alimentaire, elle est synthétisée, alors pas avec plein de choses, mais dont notamment la sérotonine. Donc quand on a des problèmes de sommeil, il faut aussi chercher du côté de la sérotonine. Enfin, le dernier neurotransmetteur que je voudrais vous présenter, c'est le GABA. Donc GABA, c'est simplement pour l'acide gamma-aminobutyrique. Celui-ci, il est très impliqué dans tout ce qui est mécanisme de lâcher prise. Quand on a des problèmes à lâcher prise, souvent c'est un problème d'équilibre de GABA. Et donc il aide à se relaxer, on va dire, garder le contrôle tout en lâchant prise, à détendre. C'est vraiment celui-ci qui sera impliqué, et notamment pour freiner l'action de tous les autres, notamment ceux qui sont excitants. Si on est en carence de GABA, alors typiquement, on va avoir des problèmes d'endormissement et des problèmes d'anxiété. Donc là, je vous ai parlé du système nerveux central, du système nerveux autonome, des neurotransmetteurs qui sont impliqués. Et maintenant, je voudrais définir, vraiment au sens propre du terme, le stress. Parce que ce terme de stress, il est très récent. Il date de la fin des années 70. Juste avant, on a parlé, donc on a un monsieur qui s'appelle Hans Seiler, qui en 1976 a donné une définition de ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, qui est finalement le précurseur du stress, et qui est défini comme suit. On va avoir 3 phrases qui vont se faire suite. La première, c'est la phase d'alarme, durant laquelle on va principalement sécréter de l'adrénaline. La deuxième, la phase de résistance, où on va plutôt sécréter de la sérotonine. Et enfin, la phase que j'appelle plutôt la phase d'épuisement, même s'il y a marqué chronicité là dans le dessin du bas, qui va être une phase d'épuisement où on va d'abord sécréter du cortisol et enfin il va y avoir une chute du cortisol, ce qui est d'ailleurs représentatif de ce qui se passe au niveau du burn-out. Donc en fait, tout à droite de votre graphique et avant la mort quand même, eh bien on arrive au burn-out. Excusez-moi, je me permets juste d'intervenir, j'ai l'impression qu'il y a un décalage dans les diapos. Ah, Parce alors, que à chaque fois, en fait, vous parlez de quelque chose, mais la diapo n'est pas à jour. d'accord, alors c'est étrange. Là, on était encore, là, ça vient juste de changer, en tout cas pour moi. Et avant, on était encore avec le schéma, avec la présentation de la sérotonine et du GABA, avec le schéma à droite du cerveau et les différents. Voilà. Ah, étonnant. Alors là, vous êtes bien page 18? Oui. Ok, zut. Bon, bah alors je vous laisse. Moi, c'est parfaitement synchro, donc je pense que ça doit être une question. Oui, moi aussi, c'est synchro. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, alors c'est peut-être chez la personne qui est intervenue, il y a peut-être un problème de réseau. Bon, bah pourtant, ok, bah, je vais regarder. Désolée. Bah, c'est moi qui suis désolée. Du coup, faudra le regarder en replay. Pas de souci, merci. Donc du coup, je passe à la slide suivante. Vous voyez bien la slide 19 qui décrit la phase d'alarme. Pour tout le monde, c'est bon. Ok, nickel. C'est bon. Merci. Donc la phase d'alarme, celle-ci qui est la première phase de ce syndrome général d'adaptation, elle va mobiliser les forces de défense. On va essayer de contrôler les choses. Durant cette phase, donc on sécrète beaucoup d'adrénaline et donc forcément de noradrénaline. Durant cette phase, on a la glycémie qui augmente, les rythmes cardiaques respiratoires qui augmentent, la tension artérielle qui augmente. C'est vraiment une mobilisation de toute l'énergie de manière à faire face à un mécanisme de stress. Ensuite,
le corps va rentrer dans une phase de résistance pour essayer de s'adapter si le symptôme, l'agent stressant perdure dans le temps. Ici, on va essayer de réparer le corps par toujours une augmentation de la glycémie, mais on peut avoir des risques de résistance à l'insuline avec apparition de maladies auto-immunes dans cette situation-là. Donc, on est déjà dans une phase où il va falloir faire relativement attention. On peut avoir des risques au niveau de la santé. La dernière phase, qui est la phase d'épuisement, eh bien celle-ci, elle va apparaître si l'agent stressant perdure, là encore, qu'il est trop long. Donc c'est typiquement, comme je vous le disais, ce qui se passe dans les phénomènes de burn-out. Là, le corps va tenter de résister avec une sécrétion accrue de cortisol, mais il y a fort à parier que ce cortisol arrive finalement à épuisement, qu'on soit complètement saturé en cortisol et que finalement le corps abandonne les choses et finisse par ne plus sécréter de cortisol du coup, et c'est ce qui arrive dans les phases de burn-out. Mais également, c'est vraiment un moment où le corps est extrêmement fragile parce que cette saturation en cortisol fragilise l'organisme, surtout sur le plan immunitaire. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail que ça parce que ce n'est pas l'objet du jour, mais c'est simplement pour que vous compreniez bien les mécanismes qui sont en jeu et ce qu'on va pouvoir faire pour agir ces différentes phases, aider à bien sécréter les bons neurotransmetteurs, bien les équilibrer. Je termine cette phase de présentation, d'introduction avec un test que vous pouvez essayer de faire, que vous trouvez gratuitement sur Internet. C'est l'échelle de Holmes et Ra. Donc, ce sont les deux personnes qui ont mis en place ce test, qui permettent d'évaluer son niveau de stress. Alors, c'est très simple à faire. Donc, vous voyez certains événements qui peuvent survenir dans sa vie sur les 24 derniers mois. Il faut simplement additionner les nombres qui sont indiqués en face de chacun de ces événements. Et donc, à chaque fois, vous les comptez s'ils sont survenus durant les 24 derniers mois. Si vous avez une somme qui est à plus de 300, c'est que votre niveau de stress est potentiellement très élevé et qu'il convient d'avoir un regard, ou en tout cas de prendre un certain recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc vous voyez qu'il y a des événements évidemment très graves, style mort du conjoint, mais vous pouvez avoir des événements qui sont assez courants dans la vie, par exemple les vacances ou les fêtes de Noël. C'est quand même des événements stressants. Donc je vous invite à vraiment faire l'exercice parce que c'est intéressant, on ne se rend pas forcément compte du niveau de stress dans lequel on est, et donc ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Comment est-ce que je peux gérer mon stress par l'intermédiaire des méthodes naturopathiques? On va commencer juste pour bien comprendre, avant de rentrer vraiment dans le vif de l'alimentation, pour bien comprendre le lien entre le stress et l'alimentation. Le stress, par des mécanismes que je ne vais pas détailler ici, mais que vous connaissez certainement, induit un déficit en certains micronutriments, dont le magnésium, ultra connu, et un certain nombre de vitamines également. C'est pour cela qu'il est très important au quotidien, en tout cas dans la gestion du stress, d'avoir une alimentation qui soit saine et vivante, c'est-à-dire une alimentation qui va être riche en ces éléments-là. Plus on va transformer l'alimentation, ça ne veut pas dire qu'il faut tout manger cru, mais simplement éviter les aliments ultra transformés. Plus on va la transformer, cette alimentation, et moins on va avoir de nutriments encore présents dans nos aliments. Donc il est vraiment important de choisir précieusement les ingrédients que l'on achète et de choisir aussi le mode de cuisson. Donc avoir une alimentation relativement simple, assez variée et basée sur des produits frais. Voilà, ça suffit. Il ne s'agit pas de faire de la grande cuisine, mais tout simplement choisir des aliments frais le plus possible et les transformer soi-même, les cuisiner soi-même. Donc éviter l'alimentation ultra transformée. Ça, c'est le premier élément vraiment important. Parce que finalement, manger une alimentation ultra transformée et se bourrer de compléments alimentaires, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il y a de plus physiologique. Autant plutôt partir sur une alimentation qui vous apporte un maximum de choses.
Deuxième élément important à comprendre, c'est l'équilibre acido-basique dans le corps, parce que quand on est en acidose, on a tendance à se déminéraliser. Donc là aussi, à perdre des nutriments précieux qui vont permettre de bien sécréter les neurotransmetteurs. Qu'est-ce que cet équilibre acido-basique ? C'est quelque chose qui se régule très naturellement dans notre corps, c'est-à-dire que tout au long de la journée, on va s'acidifier. Le simple fait de respirer est plutôt acidifiant. D'avoir des activités intellectuelles intenses, c'est acidifiant. De faire trop de sport, c'est acidifiant. Et dans l'alimentation, on a aussi des éléments qui sont très acidifiants. Donc, vous voyez sur le schéma en bas à droite, la viande, le sucre, les produits laitiers, les aliments raffinés sont plutôt acidifiants, alors que les fruits et légumes, les fruits à coque, les légumes secs sont plutôt basifiants. Donc, il ne s'agit pas de manger que les aliments à droite, évidemment, hein, ce n'est pas du tout l'objet de mon propos, mais de prendre conscience qu'un excès, par exemple, de protéines animales, un excès de produits laitiers, un excès d'aliments raffinés va globalement plutôt vous déminéraliser. Donc, va induire une acidose dans votre corps. Le dessin que j'ai mis en bas à gauche, enfin, c'est pas un dessin d'ailleurs, c'est une photo, c'est un papier pH qui vous permet de mesurer votre niveau d'acidose. Donc, ce sont des papiers pH comme ce que vous pouvez connaître, mais qui sont gradués très finement, puisque vous voyez qu'ils vont, donc ça va de 5,2 jusqu'à 7,4. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'un rouleau de papier pH de piscine, par exemple, qui va de 1 à 14. De toute façon, votre urine ne peut pas aller de 1 à 14. Donc ça permet de mesurer l'acidose métabolique, c'est-à-dire que vous prenez une bandelette, vous urinez dessus quelques secondes et vous voyez quelle est la couleur qui apparaît. Si vous êtes dans le jaune ou dans le vert, c'est pas bon, alors que si vous êtes plutôt dans le bleu, eh bien là, c'est plutôt bon. Donc je vous invite à faire cet exercice. Le papier pH, ça se trouve assez facilement, notamment dans les magasins bio. Alors jamais sur la première urine du matin, qui est toujours acide, puisque en fait le corps refait un équilibre au niveau de votre urine la nuit. Et donc, je vous invite à faire ça plutôt sur la deuxième urine du matin, avant les repas de midi et du soir. Donc faites ça sur quelques jours parce que ça peut fluctuer au gré du niveau de stress, au gré du sommeil, de ce que vous avez mangé, pour voir à quel niveau vous vous situez. Si vous êtes, comme dit, en acidose, il y aura des choses à rééquilibrer de manière à éviter la déminéralisation. Alors, donc simplement pour illustrer ce que je viens de dire par rapport aux aliments acidifiants, donc on va éviter les aliments là qui sont listés, donc tout ce qui est raffiné, blanc, trop sucré, trop salé, toutes les viandes, surtout les viandes rouges, la charcuterie, les aliments transformés. Et puis on va essayer d'aller plutôt, ou en tout cas, par exemple, si vous mangez, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau morceau de viande, vous équilibrez forcément avec des légumes qui vont permettre d'avoir un bilan acido-basique neutre. Voilà, donc je voulais juste prendre connaissance de ces aliments qui sont plutôt à favoriser et ceux qui sont plutôt à éviter, ou en tout cas ce qui vous permettra de faire les bonnes associations pour bien équilibrer votre assiette en ce qui concerne l'équilibre acido-basique. Donc l'assiette, d'une manière générale, midi comme soir, elle est composée, alors bon là, évidemment pas de tout ça, c'est simplement pour vous montrer les grandes familles qui doivent figurer dans votre assiette. Normalement, la moitié de l'assiette est composée surtout de légumes et un petit peu de fruits. L'autre moitié va se partager entre les protéines et les féculents. Donc les protéines, c'est ce qu'il y a en haut à droite. Donc protéines, on pense tout de suite protéines animales, mais il n'y a pas que les protéines animales, donc viande, poisson, œufs. Il y a aussi tout ce qui est protéines végétales, les produits à base de soja, les produits à base de légumes secs, les noix, les graines. Tout ça apporte aussi des protéines végétales, donc c'est un bon mix entre les deux, c'est-à-dire que c'est intéressant d'apporter à la fois pour moitié, on va dire, des protéines animales et l'autre moitié en protéines végétales. C'est une recommandation de l'OMS d'ailleurs. Les féculents, donc si vous vous souvenez ce que je vous ai dit juste avant, on va essayer d'éviter tout ce qui est féculent raffiné, c'est-à-dire blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, etc. Et on va essayer d'aller plutôt sur des aliments semi-complets ou complets, qui vont, eux, limiter la déminéralisation.
Je voudrais également vous faire une petite introduction en chrononutrition. Alors pourquoi est-ce important cette chrononutrition? Elle va beaucoup servir, être impliquée dans la bonne sécrétion des neurotransmetteurs. Vous vous souvenez, mes fameux dopamine, noradrénaline, adrénaline, sérotonine, GABA, hein, ceux qui sont vraiment impliqués dans la gestion du stress. Pourquoi? Parce que si on ne mange pas les bons aliments, les bons nutriments au bon moment, on va difficilement sécréter les bons neurotransmetteurs au bon moment. Je m'explique. La sérotonine, par exemple, elle est sécrétée plutôt en fin de journée et elle va intervenir dans le mécanisme de sécrétion de la mélatonine. Si on ne mange pas les bons aliments qui vont permettre de sécréter correctement de la sérotonine, c'est tout ce système-là qui va être perturbé. On va mal dormir, on va avoir des compulsions alimentaires, des envies de sucrer, etc. Donc dans ce schéma, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est deux choses. C'est que il y a deux acides aminés qui sont la tyrosine et le tryptophane, qui sont des précurseurs à la fois de la dopamine et de la sérotonine. Donc ces deux acides aminés, ils sont présents dans les produits animaux. Alors pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est que la dopamine, elle est sécrétée plutôt le matin. Il est important, vous savez, hein, la dopamine, c'est ce qui permet d'avoir l'effet starter, entre autres. Et donc, si on ne sécrète pas cette dopamine le matin, on va avoir des problèmes d'équilibre au niveau de l'humeur et de la gestion du stress. Cette dopamine, elle est donc sécrétée à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine. Les acides aminés sont présents dans les protéines. Voilà où je veux en venir, hein, c'est que si on n'a pas de protéines le matin, on va difficilement sécréter de la dopamine. Ce sera beaucoup plus compliqué. Idem pour l'après-midi. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Donc si on ne consomme pas d'acide aminé le midi ou dans l'après-midi, on va difficilement sécréter ce tryptophane et donc la sérotonine. D'où l'importance de consommer des protéines en quantité suffisante et notamment le matin, ce qui est plutôt à 180 degrés du petit-déj classique du français, hein, où on mange la baguette, beurre, confiture, il n'y a pas des masses de protéines là-dedans. Donc là, pour le coup, nos voisins anglais, par exemple, ils ont tout juste, en consommant des œufs, du bacon, pourquoi pas, du jambon, du fromage le matin. Hein. Ça se fait aussi beaucoup chez les germaniques. Donc peut-être penser à ça. Idem, on va avoir un intérêt à consommer des fruits à coque, par exemple, dans l'après-midi ou un yaourt qui permettra de bien sécréter les neurotransmetteurs de fin de journée. Des petites choses à retenir aussi sur cette slide, c'est que non seulement il faut qu'on mange des protéines le matin et dans l'après-midi, mais en plus, vous voyez qu'il y a des minéraux qui sont impliqués dans les bonnes sécrétions de nos neurotransmetteurs. Ici, donc, on a le fer qui est indispensable pour bien sécréter la dopamine et la sérotonine, mais aussi du magnésium qui sera nécessaire. Donc, alors, évidemment, vous allez me dire, bon, ok, je fais quoi? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il est important d'avoir une assiette qui soit variée et équilibrée. C'est surtout ça. Et la moins dénaturée possible. D'accord? Alors, je rentre quand même un petit peu dans le détail. Cette chrononutrition, donc, elle va se baser sur un petit déjeuner qui sera plutôt protéiné et lipidique. Alors, ce n'est pas n'importe quel lipide, hein, pas n'importe quel corps gras et pas n'importe quelle protéine. Typiquement, si vous avez l'occasion de manger des œufs de temps en temps, ça c'est très bien. Si vous pouvez manger des fruits à coque le matin, si vous pouvez manger occasionnellement du jambon et puis un peu plus souvent du fromage, ce sera très bien. Pourquoi pas des avocats aussi de temps en temps, des graines. Voilà, tout ça, ça marche bien le matin. Et bien entendu, on peut garder du pain, mais un pain qui sera plutôt complet. Le midi, donc on va consommer, du coup, vous vous souvenez, beaucoup de légumes, une protéine. Donc là, du coup, on va garder plutôt une protéine animale le midi. Ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, des fruits de mer, des crustacés. Des laitages, c'est possible aussi. Et éventuellement des féculents, mais ce n'est pas indispensable. Donc ça veut dire typiquement aller un peu de poisson avec des légumes, une poêlée de légumes et puis du riz complet. Voilà, ça c'est une très bonne assiette du midi. Ensuite, en chrononutrition, on conseille de consommer un goûter, comme les enfants,
avec un produit sucré, hein, alors que le sucre, finalement, le reste de la journée n'est pas vraiment nécessaire, y compris les fruits d'ailleurs, hein. Donc le sucre, c'est vraiment l'après-midi le bon moment pour en consommer, parce que ça va permettre, pour faire court, de vraiment envoyer les acides aminés au bon endroit. Parce qu'en fait, la sécrétion de sérotonine implique la consommation de sucre. Donc si on n'apporte pas de sucre, ben, il y a un risque de compétition avec d'autres réactions chimiques qui se passent dans le corps à ce moment-là. Et donc finalement, les nutriments qu'on apporte risquent d'être mal utilisés, en tout cas à mauvais escient par rapport à ce qui nous intéresse. Alors, exemple de petite collation intéressante, du chocolat noir avec des fruits à coque, ou bien un yaourt avec des fruits. Voilà, ça c'est un petit exemple. Et alors l'intérêt aussi, c'est que du coup, on n'a pas trop faim le soir, ou en tout cas on a moins faim, et on a moins envie de se jeter sur le premier truc qui arrive quand on rentre à la maison. Ce qui permet en fait de faire un dîner un petit peu plus léger, ce qui sera beaucoup plus intéressant sur le plan de la chrononutrition. Au niveau du dîner, donc on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus léger que le midi. Plus léger, ça veut dire surtout moins protéiné, moins de protéines animales. On peut consommer des lentilles, des pois chiches, etc. Mais peut-être éviter la bavette le soir, c'est pas forcément ce qui est le plus indiqué. Voilà, désolé pour les carnivores ou ceux qui ont du mal à manger correctement le midi et qui du coup se rattrapent le soir. Disons qu'en chrononutrition, c'est pas vraiment ce qui est indiqué. Si on rentre dans le détail des quelques micronutriments qui sont vraiment indispensables à la gestion du stress, évidemment, je ne pouvais pas commencer sans parler du magnésium. Celui-ci, franchement, si vous ne le connaissez pas, là, je ne comprends pas. Il est vraiment ultra connu. Alors, il est ultra connu à juste titre parce qu'il est indispensable dans énormément de réactions qui se passent dans le corps. Il est impliqué dans plus de 300 réactions dans le corps. Mais il est surtout très important dans la gestion du stress parce que, vous vous souvenez, je vous ai parlé de déminéralisation quand on est stressé. Là, typiquement, c'est un exemple avec le magnésium. Quand on est soumis à un stress chronique, vous vous souvenez, je vous en ai aussi parlé, on sécrète du cortisol pendant longtemps. Ce cortisol, en fait, si on en a de trop, il encourage la chasse urinaire du magnésium. Du coup, on est plus vulnérable au stress, et comme on est plus vulnérable au stress, on est plus stressé, et donc, en fait, c'est le cercle vicieux. Donc, il faut vraiment arriver à contrecarrer ce cercle vicieux par un apport suffisant en magnésium. Alors, dans l'alimentation, on va le trouver naturellement, vous voyez, il y a l'illustration qui vous explique, qui vous illustre où on peut trouver du magnésium. Donc, ne serait-ce que dans les fruits et légumes frais, mais voilà, dans les oléagineux, par exemple, c'est une alimentation qui est très riche en magnésium. Certaines eaux, les avocats, les bananes, on va trouver du magnésium. Bien entendu, le chocolat également, mais bon, il faut en consommer beaucoup pour avoir suffisamment de magnésium. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Mais bon, un petit peu de chocolat ne fait de mal à personne, on est d'accord. Pour bien assimiler le magnésium, alors il y a un cofacteur qui est très connu, qui est la vitamine B6. Si vous avez déjà pris des compléments alimentaires, notamment en pharmacie de magnésium, il y en a un qui est très connu qui s'appelle le Magné B6. C'est simplement qu'on a allié du magnésium avec de la vitamine B6 pour augmenter l'absorption du magnésium. Il y a un autre cofacteur qui est un petit peu moins connu et qui marche très très bien aussi, c'est la taurine. Donc c'est en fait sous forme de taurinate de magnésium qu'on l'utilise et non pas sous forme de Red Bull. C'est pas prenez votre Magné B6 avec du Red Bull, c'est pas comme ça que ça marche. Sachez également qu'il y a beaucoup de sels qui sont mal tolérés ou mal absorbés. Les meilleurs sels que vous pouvez utiliser, sels de magnésium. Vérifiez quand vous prenez un complément alimentaire à base de magnésium. Il faut que ça se finisse en ate et particulièrement les malates, citrates et bisglycinates. Ce sont des formes que l'on appelle chélatées qui permettent vraiment d'optimiser l'absorption du magnésium parce qu'il y en a beaucoup qui sont mal fixés et qui du coup finissent dans les urines. Donc vous achetez un complément alimentaire mais il termine dans les toilettes. C'est dommage. Autre nutriment à surveiller, c'est le fer. Alors, une fois de plus, pour plein de raisons, on a besoin de surveiller le fer, mais on va dire que ici, pour ce qui nous concerne, donc dans la gestion du stress, le fer participe à la synthèse des neurotransmetteurs. Vous vous souvenez, je vous ai montré un schéma avant qui vous expliquait que le fer servait à la synthèse de certains neurotransmetteurs. Donc le fer, on va le trouver dans les produits animaux, ça c'est relativement consensuel, mais on le trouve aussi dans les produits végétaux.
Alors, il est quand même moins bien absorbé dans les produits végétaux, donc c'est difficile quand même d'avoir suffisamment d'apports si on est végétarien. Il va vraiment falloir faire de bonnes associations et faire très attention à son alimentation. Vous voyez ici donc quelques exemples d'aliments qui sont très riches en fer. Donc les apports chez la femme sont évidemment plus importants que chez l'homme, surtout la femme en période, en âge de menstruation. Attention à certains aliments qui inhibent la bonne absorption du fer. Je pense notamment au café et au thé vert. Si vous prenez du fer en complément alimentaire, évitez de le prendre avec votre café du matin parce que ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, la vitamine C, elle, va permettre de mieux l'absorber. Donc typiquement, si vous avez un kiwi sous la main ou vous prenez du jus de citron, et ben voilà, là vous pouvez le prendre avec ça, c'est vraiment une très bonne idée. En termes de complémentation, parce que des fois il y a besoin de se complémenter, on est vraiment trop bas. Pareil, il y a des formes qui sont vraiment mal assimilées, donc idem que pour le magnésium. Alors le médicament ultra connu qui est le tardiféron, de mémoire, c'est soit de l'oxyde, soit du sulfate de fer. C'est une forme qui est mal supportée et mal assimilée. Donc souvent, il faut des mois et des mois de tardiféron avant d'essayer de remonter un petit peu. Privilégiez la forme de bisglycinate de fer si vous le pouvez. Et donc, oui, dernier point important, c'est toujours vérifier le dosage. Ne surtout pas s'auto-supplémenter sans savoir à quel niveau de fer on est, parce que trop de fer n'est pas bon non plus. Donc, pas assez, c'est pas bon, mais trop, c'est pas bon non plus. Élément suivant qui sera important dans votre alimentation, c'est les protéines. Ce sont les protéines. J'en ai déjà largement parlé avant. Pourquoi? Parce que les protéines permettent de sécréter là aussi des neurotransmetteurs, la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Donc les protéines, on va les trouver dans les produits animaux comme la viande, les poissons, les œufs, dans les produits laitiers, dans les oléagineux et aussi dans certains légumes secs. Alors le soja, par exemple, est extrêmement riche en protéines. Donc on n'achète pas n'importe quel soja, plutôt un soja bio et idéalement de France, qui va limiter les risques de prolifération des OGM. Les oméga 3, alors je vous le dis tout de suite, les margarines enrichies en oméga 3, ce n'est pas une bonne idée. Ce sont des produits qui sont ultra transformés. Les oméga 3, tiens, j'ai un smiley qui se balade tout seul. Les oméga 3 sont déjà présents naturellement dans l'alimentation. Alors, ils ont eu un rôle très important pour la bonne fluidité des membranes et la transmission neurologique. Donc, on comprend tout à fait dans la gestion du stress quelle est leur utilité. On va les trouver dans l'alimentation. Donc dans les produits animaux, c'est là que c'est le plus intéressant, ce sera dans les poissons gras principalement. Donc le thon, le saumon, mais aussi la sardine, le maquereau, les petits poissons gras d'une manière générale, même en boîte, ça fonctionne sans aucun problème. Il y a également des œufs qui sont riches en oméga 3 quand les poules sont nourries aux graines de lin. Du coup, comme les graines de lin sont riches en oméga 3, les œufs le seront également. Et puis, donc, dans les aliments végétaux, on va retrouver le pourpier, les épinards, la mâche, mais aussi l'huile de colza ou l'huile de noix, le lin, les graines de lin, les noix, qui sont des aliments qui sont naturellement riches en oméga 3. Donc, je dirais, la complémentation sera utile, notamment pour les personnes qui ne mangent absolument pas de poissons gras. Si vous mangez que du cabillaud, vous n'aurez pas d'oméga 3. Donc là, ça peut s'avérer utile de se complémenter de temps en temps. Il faudra là aussi bien choisir son complément alimentaire, notamment faire très attention à l'oxydation de ces produits-là, car les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur et c'est pour cette raison qu'on ne cuisine pas, par exemple, l'huile de colza ou l'huile de noix, car elle s'oxyde, elle se transforme à la chaleur. D'autres nutriments qui sont importants dans la gestion du stress, toutes les vitamines B, alors particulièrement celles qui sont listées 1, 6, 9, 12, parce qu'elles sont impliquées là aussi dans la synthèse des neurotransmetteurs. Et puis je voulais juste aussi vous dire un petit mot sur l'index glycémique, donc les glucides. L'index glycémique des aliments, en fait, c'est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de sucre dans votre sang. Donc vous savez, la glycémie, c'est ce qu'on teste dans les prises de sang le matin à jeun. Eh bien, quand on ingère un aliment qui a un fort index glycémique,
ça va faire augmenter votre taux de sucre, donc votre glycémie, très rapidement. Donc, c'est ce qu'on voit en rouge sur la courbe en bas à gauche. Ça va induire en fait mécaniquement un mécanisme dans votre corps qui va vous faire une hypoglycémie réactionnelle derrière. Parce que votre glycémie sera montée beaucoup trop vite, trop rapidement. Et du coup, votre corps va faire une réaction qui va refaire baisser encore plus vite la glycémie. Donc, plus vous mangez des aliments à index glycémique élevé et plus vous allez faire cette succession de glycémie haute, glycémie basse, avec des hypoglycémies à répétition. C'est des choses que vous avez certainement déjà senties. Si vous mangez des aliments sucrés, 2 heures après, vous avez de nouveau envie de manger sucré. C'est simplement que vous avez vécu cette courbe rouge. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'aller sur des aliments qui sont à index glycémique bas à modéré, donc courbe plutôt jaune, et du coup, les aliments qui sont dans l'encadré bleu. Pourquoi je vous raconte tout ça sur cet index glycémique? C'est parce que votre cerveau et globalement le mécanisme des neurotransmetteurs se nourrissent de sucre. Donc, si vous ne leur apportez pas du sucre de manière constante, à un niveau modéré, et forcément, tout ce petit monde va mal fonctionner. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation qui sera plutôt complète. Ça va ralentir l'absorption des sucres, qui sera donc du coup riche en fibres, qui ne sera pas trop cuite, c'est-à-dire que plus vous cuisez vos pâtes, par exemple, ou votre riz, plus l'index glycémique va monter. Et également, bien entendu, pas trop riche en sucre, ça semble assez logique, et pas trop transformé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transformé? Si vous prenez des céréales pour petit déjeuner, c'est un aliment qui est très transformé. Si vous prenez des flocons d'avoine, ils sont beaucoup moins transformés. Donc, le flocon d'avoine aura un index glycémique plutôt bas à modéré, alors que les cornflakes, même si ce n'est pas sucré en soi, ça a un index glycémique élevé. Et vous devez certainement le sentir. Si vous mangez juste un bol de cornflakes, vous avez faim 2 heures après. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Donc, c'est simplement cette histoire d'index glycémique. Voilà, donc soyez attentifs à ça. C'est vraiment la nourriture de votre cerveau. Plus vous avez une diffusion progressive de vos sucres, et mieux votre cerveau se portera. Donc ça, c'était le volet alimentaire de la gestion du stress. Maintenant, je vais vous parler de quelques plantes qui vont vous aider à bien gérer ce stress. Alors, c'est des plantes qui sont assez connues dans la gestion du stress, si vous vous intéressez un petit peu à la phytothérapie, mais que je pose ici pour mémoire. On a la passiflore, l'aubépine, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est palpitations nerveuses. Vous avez la valériane également, alors elle qui travaille beaucoup sur tout ce qui est relaxation. Elle est très relaxante, la valériane. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est le pavot de Californie. Alors le pavot de Californie, son nom latin, c'est l'Escholzia. Des fois, on le rencontre plutôt sous le nom d'Escholzia. Elle est très intéressante pour les personnes qui ont des problèmes d'endormissement ou de rendormissement. Donc vraiment, pensez-y si vous avez ce type de problème au niveau du sommeil. Ce sont 4 plantes qui sont très intéressantes à la fois pour la gestion du stress, mais aussi pour les problèmes de sommeil qui sont d'ailleurs souvent très intimement liés. Alors, d'autres plantes intéressantes, le houblon. Alors, ça fait souvent sourire quand je parle de ça, parce qu'on se dit, ah bah tiens, chouette, je vais boire de la bière. Non, c'est du houblon sous forme de complément alimentaire, évidemment. La mélisse, qui marche très bien aussi si on a des somatisations du stress au niveau gastro-intestinal. Si typiquement, quand vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, la plante qui vous conviendra bien, ce sera peut-être la mélisse. Le coquelicot est une plante qui convient très bien aux enfants, aux adultes aussi, mais je le signale parce qu'elle marche très bien chez les enfants qui sont très stressés, très nerveux. La balotte, elle marche très bien pour tout ce qui est troubles anxieux. Le millepertuis marche plutôt pour les problèmes d'humeur, de gestion de l'humeur. C'est un antidépresseur, le millepertuis. Il faut faire attention à son utilisation parce qu'elle peut avoir des interactions avec des médicaments, notamment la pilule contraceptive, mais d'autres médicaments également. Et puis donc le Griffonia simplicifolia, qui est impliqué dans le mécanisme de fabrication de la sérotonine. Donc ça, c'est une plante qui contient naturellement un précurseur de la sérotonine, le 5-HTP.
Voilà, alors je vous donne ces éléments vraiment par culture. Évidemment, il ne faut pas tout prendre. Dans l'idéal, faites-vous conseiller, par exemple, dans un magasin bio, dans un magasin de compléments alimentaires, hein, ou par un thérapeute qui est formé à la phytothérapie, tout simplement. Hein. Alors, je vous donne aussi quelques huiles essentielles qui peuvent être intéressantes si vous avez l'habitude d'utiliser des huiles essentielles. Alors, il y en a une qui est très connue, c'est la lavande. Elle est connue à juste titre parce que c'est une huile essentielle très bien tolérée et très calmante. Donc, elle est vraiment très intéressante dans la gestion du stress. La marjolaine, qui, elle, va aussi être impliquée dans les somatisations digestives, hein, comme je vous parlais de la mélisse juste avant. Mais ici, vous pourriez utiliser la marjolaine. La camomille romaine est très impliquée dans les mécanismes anxieux, hein, donc elle sera plutôt anxiolytique. L'ylang-ylang, qui est une huile essentielle très florale, elle est aussi hypotensive, hein, donc surtout ne pas utiliser, ou en tout cas à utiliser avec précaution chez les personnes qui font de l'hypotension. Et puis, donc, toute la famille des agrumes est globalement très calmante. Donc, vous avez la mandarine, le petit grain bigarade, que vous connaissez peut-être, qui a une odeur très agréable et qui est très calmante. Donc, toutes ces huiles, vous pouvez les utiliser très simplement en diffusion, si vous avez un diffuseur, mais aussi sur un mouchoir, où vous pouvez les respirer directement au flacon. Vous pouvez aussi les appliquer sur différentes parties de votre corps, qui vont permettre à la fois de pénétrer par la peau. Donc, si vous le mettez à l'intérieur des poignets, par exemple, ça va pénétrer dans la circulation sanguine par la peau. Mais vous pourrez aussi l'utiliser en olfaction. Et puis, vous pouvez éventuellement les utiliser par voie orale. Hein. Toutes celles que j'ai indiquées ici, on peut les prendre par voie orale. Mais pour ça, il vaut mieux se faire conseiller par quelqu'un qui connaît l'utilisation des huiles essentielles par voie orale. Et puis, je voulais terminer par quelques techniques que vous connaissez peut-être. Alors, d'abord, une technique de respiration, et particulièrement la respiration ventrale. Alors, pour bien faire la différence entre la respiration ventrale et la respiration thoracique, c'est très simple. Quand on respire par le ventre, vous mettez les mains sur votre ventre et vous sentez qu'en fait, vos mains bougent à chaque inspire et à chaque expire. Ça, c'est la respiration ventrale. Quand vous respirez par le thorax, qui est la respiration malheureusement que l'on fait le plus souvent, c'est si vous mettez vos mains sur les côtes, eh bien votre cage thoracique va s'ouvrir à l'inspire et va se fermer à l'expire. Donc vos mains vont là aussi s'ouvrir et se fermer au gré de vos respirations. Eh bien là, ici, il faudra insister surtout sur la respiration ventrale, qui est beaucoup plus calmante et pacifiante que la respiration thoracique. On a vraiment tendance à être plutôt en respiration thoracique, donc haut de l'abdomen, alors que c'est la ventrale qui sera beaucoup plus calmante. Donc faites l'exercice, par exemple, si vous avez du mal à revenir au calme, ou si vous avez du mal à vous endormir, à pratiquer plutôt une respiration ventrale qu'une respiration thoracique. Et le plus simple pour ça, c'est de mettre les mains sur le ventre et de bien attacher à ce que quand on inspire, les mains avancent et quand on expire, les mains reculent. Donc le ventre va rentrer. Donc ça, c'est une première petite technique. Deuxième technique que vous pouvez mettre en œuvre, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la cohérence cardiaque. Donc l'idée de la cohérence cardiaque, c'est d'harmoniser le rythme cardiaque grâce à la respiration. Donc elle est très impliquée dans tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, puisqu'elle permet, donc il y a de nombreuses études maintenant qui sont documentées, qui ont montré leur utilité dans la prévention cardiovasculaire, mais elles peuvent aussi être utilisées dans la gestion du stress. Alors, le principe de la cohérence cardiaque, elle est sur la page suivante. Hop, je vais tout. Voilà. Donc, le principe de la cohérence cardiaque, c'est d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer pendant 5 secondes, et de faire ça, idéalement, pendant 5 minutes. C'est-à-dire que vous allez recommencer ce cycle à 30 reprises. Alors, le principe, en fait, c'est que du coup, quand vous pratiquez ça, au bout de 5 minutes, vous voyez que votre fréquence cardiaque, elle va suivre plutôt l'harmonie du bas et pas l'harmonie du haut. Donc, on a vraiment ce que l'on appelle une certaine cohérence au niveau de votre rythme cardiaque. Mais tout ça a été documenté si vous pratiquez 3 fois par jour, idéalement, avec donc ces fameuses 30 respirations donc sur 5 minutes, donc avec une séance de 5 minutes. Ça, c'est l'idéal. Si déjà vous arrivez à pratiquer cette cohérence cardiaque ne serait-ce qu'une fois par jour,
Donc, je répète, hein, c'est j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes et je recommence pendant 5 minutes. Si déjà vous arrivez à faire ça une fois par jour, ce sera déjà très bien. Vous sentirez un bienfait. Ça, c'est vraiment sûr. Alors, pour commencer, c'est pas forcément toujours facile de faire ça tout seul. Donc, on peut se faire aider par des applications. Moi, je vous invite à télécharger l'application Respire Relax, qui est une application gratuite. Elle est très très simple. En fait, vous voyez une goutte qui monte et qui descend avec une musique très agréable qui permet en fait de ne pas avoir à compter 1, 2, 3, 4, 5, donc de compter les 5 secondes où il faut faire l'inspire et les 5 secondes où il faut faire l'expire. Et c'est très facile à mettre en place et puis c'est relativement apaisant. Après, voilà, là je vous ai mis des exemples d'applications, mais si vous allez sur YouTube et que vous tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir des milliers de vidéos qui seront tout aussi agréables à regarder et qui vous permettront de pratiquer vos 5 minutes de cohérence cardiaque. Dernier petit truc intéressant, c'est le body scan, que j'appelle aussi méditation. Body scan, ça veut dire en gros que je vais faire le tour de mon corps mentalement. C'est-à-dire que par exemple, je vais commencer par les orteils et je vais essayer de passer dans chacun de mes orteils et de les détendre. Ensuite, je vais remonter, je vais aller dans la plante du pied, je vais essayer de détendre ma plante de pied, etc., etc. Je vais remonter dans tout mon corps, je vais faire le tour et puis je vais redescendre par l'autre côté. Jusqu'à de nouveau aller dans les orteils. Après, ça c'est une manière de faire le body scan, il y en a plein d'autres. Quel est l'intérêt de ce body scan? C'est finalement mentalement de détendre son corps et aussi de calmer le mental. C'est-à-dire que quand on est concentré à détendre les parties de son corps, ben naturellement le mental est calmé aussi. Apaisé, on n'a pas les pensées parasites. Alors, elles peuvent venir, mais en tout cas, on revient vers cette idée de détendre les différentes parties de son corps. Évidemment, donc il faut pouvoir quand même s'installer au calme. Idéalement, il faut être allongé, mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Alors, je vous ai mis là des exemples de positions. Alors bon, le top, c'est allongé dans l'herbe, évidemment. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez aussi simplement faire un body scan assis. Il faut fermer les yeux et être dans un endroit calme. C'est sûr que si votre téléphone sonne toutes les 30 secondes, vous allez avoir du mal à faire votre body scan. Mais si vous arrivez juste à le mettre en mode avion pendant quelques minutes, ben ça peut vraiment induire aussi une relaxation et une détente face au stress. Donc là aussi, je vous donne plein de méthodes. Il ne s'agit pas de tout mettre en œuvre, sinon vous ne faites plus rien d'autre, mais de choisir les méthodes qui vous conviennent le mieux. Et puis, je ne pouvais pas finir sans l'activité physique, évidemment. L'activité physique, outil ô combien utile dans la gestion du stress. Alors, j'ai mis une activité physique minimale quotidienne. Évidemment, si on se base que sur le ménage, on va pas forcément arriver à bien gérer son stress. Mais si vous arrivez, par exemple, à faire une endurance douce 2-4 fois par semaine, que vous faites des étirements ou des assouplissements pour chasser les tensions, ça peut aussi avoir un réel impact sur votre stress. Alors, ça a été prouvé, hein, tous les éléments que j'affiche à gauche, hein, la stimulation du métabolisme bien sûr, mais aussi la sécrétion des endorphines dans la gestion du stress est évidemment hyper important. Donc vous voyez qu'une activité physique régulière à droite donc ça ce sont des résultats d'études qui ont été documentés, permettent un endormissement plus rapide, permettent d'augmenter la vigilance, la concentration, la mémoire et permettent de mieux gérer globalement le stress. Voilà, je crois que je terminais avec la gestion du stress. Oui, c'est ça. J'ai terminé avec mon exposé. Donc du coup, je m'excuse, ça a duré un petit peu plus qu'1 heure, enfin 1 heure à peu près. Si vous avez encore 2 minutes pour des questions-réponses, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Donc soit vous m'envoyez un petit message sur le chat ou encore mieux, vous pouvez prendre la parole, ce sera très bien. En tout cas, merci pour votre attention. Merci Elise. Pas de questions? Je vous ai assommé là avec toutes les infos. Moi, je voulais te remercier.
hyper compétent, hyper précis, hyper documenté, hyper bien réalisé sur le PowerPoint. Voilà, je connais un petit peu le sujet, mais certainement pas autant que toi. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, bah, si tu veux bien, je t'appellerai, on échangera un petit peu, je te raconterai mon parcours. En tout Volontiers. cas, moi, j'ai pas, suite à des soucis de santé, je n'ai pas eu le courage de faire ce que tu as fait. Et je te remercie beaucoup pour ta générosité. Bah, avec grand plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce retour. Alors, je vois juste que Julie m'a posé une question concernant la micronutrition. Oui, c'est vrai que je suis passée vite là-dessus sans donner la définition. Donc, la micronutrition, c'est en fait tout ce qui concerne les micronutriments. Donc, jusque-là, je ne réponds pas à la question. Les micronutriments sont tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, les acides aminés, les acides gras, les probiotiques, voilà, tout ça, les fibres font partie des micronutriments. On les oppose non, mais en tout cas, on les différencie des macronutriments qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y a juste quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il y aura un enregistrement? Oui, absolument. Donc, actuellement, le webinaire est en cours d'enregistrement et donc, il sera mis à disposition sur la page YouTube de Junia et bon, moi, je le mets également sur ma propre page YouTube. Vous retrouverez d'autres webinaires que j'ai donnés également sur ma page YouTube, donc que vous trouverez sous mon nom, je ne sais plus si c'est mon nom ou sous Choisir Naturopathie. Ben voilà, vous voyez mes coordonnées là. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'en rester là. En tout cas, je vous remercie encore pour votre attention. Et puis, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.